Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, en Arabie Saoudite, c'est la COP16, la rencontre réunit le monde pour trouver des solutions à la déforestation et à la restauration des terres. La Côte d'Ivoire, hôte de la dernière édition, partage son expérience. Le pays veut surtout mobiliser les acteurs internationaux autour de ces initiatives locales. On fait le point tout de suite. Et puis la Commission des affaires économiques et financières du Sénat continue l'examen des budgets. Les membres du gouvernement se succèdent devant les sénateurs. Ces parlementaires ont donné leur accord à 7 ministères, entre autres la santé, la cohésion nationale, l'emploi, la jeunesse, la communication et la culture. Elle est connue de toute la ville de Séguéla. Son activité, c'est le concassage de gravier qu'elle revend ensuite pour assurer des charges. Dame Koulanga mais face à cette longue journée et travail pénible pour couvrir ses besoins de sa famille, on ira à la rencontre de cette septuagénaire obligée de fournir d'énormes efforts physiques pour survivre. Et puis en Roumanie, le gouvernement fixera une nouvelle date. La Cour constitutionnelle annule les résultats du premier tour de la présidentielle du 24 novembre. L'institution a publié ce vendredi un communiqué. Des documents font état d'une opération en faveur du candidat Călin Georgescu, arrivé en tête. Son programme d'héritage après la COP15 continue d'inspirer les réflexions des panels et échanges pour saisir tous les enjeux de la lutte contre la désertification. La Côte d'Ivoire est à la COP16 en Arabie Saoudite. La présidente du Sénat et le ministre de l'Environnement continuent de multiplier les rencontres autour de cette initiative de la Côte d'Ivoire. Enfin, le point avec notre envoyé spécial, Kader Sogodogo. Riyad, la capitale saoudienne, est le centre d'intérêt de la lutte contre la désertification. La ville vit au rythme de la COP16. Cette rencontre mondiale qui se tient chaque 2 ans s'est fixée comme objectif d'inverser les chiffres en termes de désertification. Tout est donc mis en œuvre pour une planète verte. Sur place, la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Des briefings avec les ONG ivoiriennes spécialisées dans le domaine, rencontres diverses. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Kounan, exploite toutes les voies. Avec le ministre de l'Environnement d'Arabie Saoudite, qui a annoncé une initiative de 100 milliards de dollars, nous sommes allés lui dire que la Côte d'Ivoire est partie prenante à cette initiative et que lorsque l'initiative sera opérationnelle, la Côte d'Ivoire voudrait jouer pleinement sa partition. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, prend part au panel. Des questions cruciales comme le financement sont abordées. En 2 jours, les pays ont pu mobiliser 10 milliards de dollars pour faire face à cette problématique. Mais le secrétaire exécutif, M. Thiao Ibrahim, a annoncé que d'autres pays s'apprêtent à leur tour à apporter des contributions pour faire face à cette problématique qui a des conséquences énormes pour les pays qui sont touchés. La COP16 se poursuit à Riyad, en Arabie Saoudite, jusqu'au 13 décembre. Et l'actualité sur place ici, c'est l'examen des budgets au Sénat. Les ministres présentent le crédit budgétaire devant les sénateurs en commission. Ces parlementaires ont reçu 7 ministères réunis au sein de 2 missions. Ils ont expliqué leurs besoins en 2025. On fait le point avec Didier Nguessan et Célestin Frodo. 4 ministères composent la mission 5, santé et action sociale. Il s'agit de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui va mobiliser en 2025 64 473 millions de francs CFA. L'emploi et la protection sociale pour 69 103 millions de francs CFA. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui va engranger en 2025 29 449 millions de francs CFA et celui de la santé qui se taille la patte du lion avec un budget de plus de 747 milliards de francs CFA. Les crédits qui ont été votés au bénéfice des ministères permettront donc de travailler sur le développement humain et accroître notre capacité à produire davantage pour le développement de notre pays.
Les ministres de la Communication, Amadou Koulibaly, Françoise Remac, en charge de la culture, défendent leur projet de budget. Le ministère de la Culture et de la Francophonie demande votre approbation au titre du projet 2025 des crédits d'un montant de 29 252 817 725 francs CFA, portant ensemble cette vision d'une culture rayonnante, d'une francophonie vivante au service de nos pays, de nos populations et du rayonnement international de notre pays. Notre projet de budget s'élève à 39 674 800 232 francs. 16,66% de ce budget est consacré au programme 1, donc l'administration générale. Le programme 2, à savoir communication et médias, absorbe 30,16% de ce budget. Le programme 3, à savoir redevance, radio, diffusion, télévision ivoirienne, 43,97% de ce budget, compte 5,43% pour le programme 4, à savoir redevance, société ivoirienne de télédiffusion, quand le programme 5, taxes et publicité pour l'agence donc de soutien et de développement des médias, couvre 3,78%. Pour la promotion de la jeunesse, le ministère va être financé à hauteur de 97 938 millions de francs CFA. Les sénateurs ont questionné les ministres pour mieux comprendre les allocations de leur budget avant de donner leur caution par adoption. Au niveau de l'environnement, un accord pour relever les défis climatiques. La Sodexam et l'Agence météorologique du Ghana s'accordent à Accra. Une entente pour renforcer la collaboration en météorologie entre les deux pays. Ils vont mutualiser leurs compétences. On l'apprend avec Jean-Luc Bambo. Cette poignée de main pour symboliser la signature officielle de l'accord cadre entre la Sodexam et Ghana Meteorological Agency, l'agence météorologique du Ghana. Ce partenariat vise à renforcer la capacité des deux structures en leur donnant les moyens de relever plus efficacement les défis présents et futurs dans la lutte contre le changement climatique. L'accord de partenariat stratégique qui unit nos deux pays va nous permettre de renforcer la collaboration en matière de météorologie et de climat, deux thématiques sur lesquelles nous faisons face à des défis partagés entre nos pays. Nous allons utiliser nos efforts, nos moyens pour pouvoir ensemble relever ces défis. Cette signature fait suite aux échanges engagés par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana depuis avril 2022 pour le partage de données météorologiques et de formation entre les deux pays. Nous allons collaborer en partageant nos données et nos connaissances et en développant des programmes pour faire progresser la météorologie de nos pays. Ce partenariat marque une première étape importante, servant d'exemple pour le reste du continent afin d'apprendre des initiatives lancées par la Côte d'Ivoire et le Ghana. La signature officielle de l'accord cadre entre la Sodexam et l'Agence météorologique du Ghana est la continuité de l'APS, l'accord de partenariat stratégique multisectoriel signé en 2017 par les présidents Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara. Et alors maintenant, au Sénégal, le Parlement panafricain a 20 ans aujourd'hui. Ces 2 décennies célébrées à Dakar. Des réflexions mobilisent la participation de la société civile, des médias et la diaspora dans la capitale sénégalaise. Des échanges sur l'engagement citoyen et la justice réparatrice de Dakar. Le reportage d'Herman Guivet. Le Parlement panafricain a 20 ans. Dans le cadre de la célébration de ce 20e anniversaire, le Parlement panafricain, organe délibérant de l'Union africaine, engage la réflexion avec la société civile, les diasporas et les médias à l'Institut Pasteur de Dakar afin de favoriser les synergies panafricaines pour l'engagement citoyen et la justice réparatrice. Et parlant de justice réparatrice, le choix de la ville de Dakar pour abriter ces réflexions n'est pas fortuit. Gorée a été, du 15e au 19e siècle, l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de la côte atlantique. Gorée reste encore aujourd'hui un symbole de l'exploitation humaine, mais surtout un sanctuaire pour la réconciliation. Il me semble important de ne jamais perdre de vue la portée de la justice réparatrice. Elle établit en effet la possibilité aux victimes d'obtenir réparation, de se sentir davantage en sécurité et de trouver l'apaisement. Dans son discours d'ouverture, la vice-présidente du Parlement panafricain a rappelé la grande vision portée par le Parlement panafricain avant de renseigner la société civile, la diaspora et les médias sur le rôle qu'ils doivent jouer aux côtés de l'organisation pour l'atteinte des objectifs fixés. Vous les médias,
vous, la société civile, et vous, les diasporas. Il faut qu'on soit ensemble, entre tous les organes de l'Union africaine, pour qu'on travaille, pour que cette restitution de justice s'arrive en pratique, pas en acte folklorique. Il faut qu'on soit capable de nous prendre notre chemin, de nous prendre notre orientation, d'aller où on veut, de façon que nous, on veut. C'est à vous, ensemble avec nous, le Parlement panafricain, de travailler pour construire des lois modèles types qui nous permettent de faire que les anciens colonisateurs nous fassent la restitution digne de la justice que nous doivent. Place ensuite à l'ouverture des panels, marqués par une vue d'ensemble du parcours du Parlement panafricain en 2 décennies, les perspectives et les challenges, la redéfinition du rôle du Parlement panafricain dans l'engagement avec la diaspora, les médias et la société civile. Pendant 4 jours, les échanges se tiendront autour de thématiques en rapport avec l'engagement citoyen et la justice réparatrice. Et ici en Côte d'Ivoire, la haute autorité de la bonne gouvernance lance la caravane anti-corruption en milieu scolaire. C'est une campagne qui permet d'adresser la question déjà au niveau des élèves, chacun devant s'approprier la lutte. C'est le lycée classique d'Abidjan qui a abrité la cérémonie de lancement de cette caravane que l'on voit avec Julien Gogo, Walter Amadou Ouattara. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, voici la thématique de la Journée internationale de la lutte contre la corruption pour l'année 2024. La haute autorité de la bonne gouvernance a initié une caravane de sensibilisation contre la corruption en milieu scolaire. Le lycée classique d'Abidjan est donc le lieu choisi pour démarrer l'opération qui vise à enseigner l'intégrité aux apprenants. Je pense que c'est une très belle initiative du Conseil de la haute autorité de la bonne gouvernance d'instaurer cette caravane de lutte contre la corruption et surtout en milieu scolaire parce que ça va développer des valeurs pour les élèves, ça va nous permettre d'éviter certains mœurs et ça va former certains élèves, notamment dans une école d'excellence. L'administration, le corps enseignant et les élèves ont été sensibilisés sur les défis, les tragédies, les inégalités et les injustices causées par la corruption. Les jeunes gens, les jeunes filles, élèves et étudiants aujourd'hui sont les leaders de demain et il est bien que ces leaders bâtissent leur leadership et leur vision autour des valeurs d'intégrité, autour des valeurs de transparence, autour des valeurs de redevabilité. C'est à ce prix qu'ils peuvent jouer un rôle actif dans le développement de la Côte d'Ivoire de demain. Cette caravane de lutte contre la corruption est organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. 100 jeunes bénéficiaires d'une formation dans le cadre de l'emploi jeune recevront leur certificat dénommé Pass Intégrité. Et allons voir maintenant cette conférence à l'ENA, un sujet d'actualité abordé, migration et développement. Le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères a expliqué tous les liens possibles entre ces deux notions. La conférence a surtout présenté les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de migration. Grâce Kando. 22 442 personnes secourues, voire assistées en Côte d'Ivoire de 2013 à 2024, dans le cadre de la migration selon le ministère des Affaires étrangères. Pour mieux comprendre ce phénomène, les élèves du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA sont instruits sur la thématique par le dit ministère. Le gouvernement a toujours mené une action envers des personnes qui étaient en difficulté entre deux frontières en organisant le rapatriement de ces personnes-là. Une fois que ces personnes sont rentrées, nous essayons de les inscrire à nouveau dans le tissu, dans les corsets de l'économie et de la société. L'École nationale d'administration a désormais pour mission de développer la réflexion et l'ingénierie sur les problématiques du développement en général et du service public. Pour marquer notre entrée dans la grande famille des institutions de recherche et également d'ingénierie, ce colloque a été organisé. Le choix du thème montre simplement que c'est une question d'actualité. C'est également une question d'acuité qui appelle réflexion. Ces futurs cadres de l'administration disent avoir beaucoup appris. Cette conférence est très enrichissante, nous a apporté beaucoup d'éclaircies sur la portée véritable de ce flux sur la Côte d'Ivoire, en tout aspect, sur l'aspect économique, aspect culturel et social.
La question de la migration est une question vraiment préoccupante qui appelle l'attention autant des autorités que des populations qui sont elles-mêmes victimes de ce phénomène-là. Nous en avons tiré grand enseignement et que nous espérons encore approfondir nos connaissances en la matière. Pour le ministère des Affaires étrangères, les défis liés à la migration sont nombreux. Il s'agit notamment de l'implication des forces vives dans la lutte contre la migration irrégulière et une coordination efficace de la gestion des questions migratoires. Au niveau de la justice, 31 juges, 2 magistrats et 2 greffiers viennent de prêter serment au tribunal militaire d'Abidjan. C'était lors de la rentrée judiciaire 2024-2025 tenue à la salle de conférence de l'état-major général des armées de la commune du Plateau. Le président du tribunal a exhorté les impétrants à travailler pour le strict respect de l'état des droits et à être ferme dans les jugements. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Voici le reportage de Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Cette audience solennelle est marquée par la prestation de nouveaux magistrats, greffiers militaires et juges assesseurs. Ils composent le tribunal militaire. Chers impétrants, magistrats militaires et juges assesseurs, le serment que vous venez solennellement de prêter n'est pas une simple formalité, car les règles d'éthique et de déontologie qu'il énonce renferment la quintessence de la fonction de juger, laquelle s'inscrit autour des valeurs d'impartialité, de dignité, de loyauté et d'intégrité. Pour la rentrée judiciaire 2024-2025, le thème choisi est Tribunal militaire d'Abidjan, TMA, 50 années après, bilan d'une institution au service de la justice et de la paix. Magistrat lieutenant-colonel Kouadio Konan Judikael, commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan, partage les perspectives. La société militaire qui a prévalu en 1974 à la création du Code de procédure militaire n'est plus la même 50 ans après. Et aujourd'hui, en ce sens où nous entrevoyons énormément de réformes, notamment la réforme de la loi qui est en travaux déjà. Ensuite, tout ce qui est travaux de digitalisation, de sorte à obtenir une société militaire intègre, une société militaire qui soit garante du respect de l'état de droit. On note, au titre de l'année 2024, une soixantaine d'affaires pour atteinte aux personnes et plus de 260 infractions liées à l'éthique militaire. Témoin de marque de cette audience solennelle, le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Et dans l'actualité ce soir, c'est un quotidien qui raconte la Côte d'Ivoire et le monde. Depuis maintenant 60 ans, Fraternité Matin s'arrête pour marquer ces 6 décennies de traitement et de diffusion de l'actualité. Le groupe a lancé ce vendredi les festivités à un symposium. C'est ouvert sur le journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous emmène maintenant dans la région du Ouagadougou. Nous allons voir une dame à Séguéla, une femme dans le concassage de pierre. Elle a 70 ans et mène cette activité qui lui permet d'avoir des ressources pour prendre en charge ses enfants. Elle assure le quotidien et la scolarité. Le gravier obtenu est racheté par des clients qui apprécient la qualité. Dame Koulanga est bien connue dans la localité, mais la septuagénaire, qui s'y connaît tant, fait face à de longues heures de travail, un travail difficile qui lui demande beaucoup d'efforts physiques, ce qui n'est pas évident à 70 ans. Septuagénaire et concasseuse de pierre, un sujet de Géna Toubé. Ici, on casse les roches et les pierres pour en faire du gravat. Sur ce site, visible à la périphérie de Séguéla, travaille une vieille femme. Son nom, Koulanga Kone. Tous les jours de la semaine, elle y est présente pour casser les pierres à la force de ses mains. À 70 ans, c'est une activité que la vieille Koulanga continue de mener avec ferveur et enthousiasme. Je fais ce travail depuis des années. C'est difficile, mais c'est ainsi que je nourris ma famille. Chaque coup de marteau ici est un pas de plus vers un avenir meilleur pour mes enfants. Plus de 10 ans que cette septuagénaire exerce le métier de concasseuse pour assurer l'avenir de sa progéniture, mais également sa propre réalisation. Exigence de survie, Koulanga Kone, devenue veuve après plusieurs années de mariage, est contrainte à la débrouille. Quelques petits boulots ici et là, avant de trouver son salut dans les roches et les pierres. Quoique ces derniers temps, l'activité de concassage
Manuel souffre de la concurrence des carrières en pleine expansion à Séguéla. C'est difficile de voir les tas de gravier s'accumuler sans acheteur. Avant, les gens venaient, mais avec l'ouverture des carrières dans la région, nous gagnons peu et les prix ont chuté. Chaque jour, très tôt le matin, commence le travail de la vieille Kulanga. Pour tout équipement, un gros marteau et des bassines pour y regrouper les gravats obtenus du concassage des pierres que ces aides sont chargées de mettre en tas. Ce sont des jeunes et des femmes payés par jour et qui louent le courage de la vieille femme. Nous venons souvent aider la vieille. C'est un travail dur, mais nous sommes solidaires. Avant, le tas de gravier se vendait entre 25 et 30 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000 francs CFA, souvent moins. Quand ils ne sont pas à l'école, les fils et petits-fils viennent apporter un coup de main à leur mère et grand-mère, exposés aux intempéries et à d'éventuels accidents du fait de la précarité des équipements qu'elle utilise. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas rester à la maison comme ça. Donc, je suis obligé de venir les aider aux gens pour casser les graviers là, pour qu'on puisse manger un peu. Elle me donne jetons pour aller à ça à l'école les lundis. Touséguéla connaît, respecte Kulanga connaît et ne cache pas son admiration pour cette septuagénaire, symbole de courage et de résilience. Septuagénaire et concasseuse de pierre à Séguéla, c'était un sujet de Jeanne Toubé. Et voici un drame sur la route. Le bilan s'alourdit, 26 morts et plusieurs blessés. Et un accident sur l'axe d'Aloa, Issia, survenu ce vendredi. Les rescapés ont été conduits vers l'hôpital général d'Issia pour des soins. Les autorités locales et les sapeurs-pompiers étaient sur place. Jeanne Toubé. Il était un peu plus de midi quand les éléments du centre de secours d'urgence d'Issia alertés sont arrivés sur le lieu du drame. Consternation. Plus d'une vingtaine de morts, dont 10 calcinés et 33 blessés, que les pompiers ont transportés d'urgence à l'hôpital d'Issia. Nous avons été alertés par le fait d'un accident entre deux voitures de transport. Vraiment, le constat est très amer. Collision de deux véhicules, Vario et Massa. Vario venant d'Issia et Massa de Bogodia. Les minutes qui ont suivi, ça a pris feu. La population est intervenue un peu, mais le feu était si grand qu'ils n'ont pas pu faire la maîtrise. Nous avons appelé les autorités de la ville pour qu'ils envoient les sapeurs-pompiers pour sauver. Avant même qu'ils n'arrivent, le dégât était déjà fini. Le préfet du département d'Issia, accompagné du sous-préfet, du chef de village de Brokoa, où s'est produit le drame et sa notabilité, informé s'est aussitôt rendu sur le lieu de l'accident. Il déplore que les usagers de la route, et particulièrement les transporteurs, foulent au pied les règles du code de la route au point d'être à l'origine de tragédies à l'exemple de celle de Brokoa. Il n'y a pas longtemps, on mettait 2 heures de temps pour arriver à Daloa sur 41 km. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que la route a été réhabilitée et même malheureusement, les gens en abusent. C'est le lieu pour moi de faire un appel pressant à tous les transporteurs, à tous les chauffeurs. Les différents témoignages évoquent l'excès de vitesse à l'origine de cet accident. Et ce n'est pas nouveau. L'axe Issia-Daloa en réhabilitation est régulièrement le théâtre d'accidents mortels. On reviendra donc sur le communiqué du ministère des Transports tout de suite, mais attention, vigilance sur les routes, surtout en cette période de fête de fin d'année. En attendant, la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire a ouvert la 7e édition de son congrès panafricain, une rencontre de haut niveau pour apporter des réponses à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Les professionnels sont venus d'Afrique et d'Europe. Franck Wadiou. Mettre fin au décès maternel et néonatal évitable pour l'atteinte des objectifs de développement durable 2030 d'une part et la prévention au dépistage et au traitement du cancer du col de l'utérus pour l'atteinte des ODD d'autre part. Deux approches au menu des échanges et des réflexions du 7e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Elles sont venues d'Afrique, d'Asie et d'Europe, 475 gynécologues et 800 sages-femmes qui entendent proposer de nouvelles offres sanitaires. Les thèmes choisis pour cet événement
Mettre un terme au décès maternel et néonatal évitable pour l'atteinte des ODD 2030. Prévention, dépistage et traitement du cancer du col de l'utérus pour l'atteinte des ODD 2030. Pour Pierre Demba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État a consenti ces dernières années 1 000 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la prise en charge et le renforcement de l'accessibilité aux soins. En Côte d'Ivoire, 1400 femmes décèdent chaque année, ce qui correspond à un taux d'incidence de 31,2%, alors que les moyens de prévention existent. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous nos professionnels et nos populations à une plus grande mobilisation dans la mise en œuvre du plan de lutte contre le cancer du col de l'utérus qui a été mis en place depuis 2019 dans notre pays. Pierre Demba appelle au renforcement du partenariat pour l'éradication de ces maladies chez la femme. Face à ces défis liés au développement durable, plusieurs communications, des conférences, des symposiums, ce 7e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, c'est aussi une rencontre pour présenter la nouvelle solution technologique en vue du traitement du cancer du col de l'utérus. Et voici un communiqué donc du ministère des Transports relatif à l'accident de la circulation survenu ce vendredi sur l'axe d'Aloa-Issia. Le vendredi 6 décembre, un accident mortel de la voie publique a eu lieu aux environs de 13h sur l'axe d'Aloa-Issia, précisément dans le village de Brokwa, situé à une dizaine de kilomètres d'Issia. L'accident impliquant 2 minicars, l'un des types Mercedes Vario et l'autre des types Mercedes Massa, fait de sources concordantes, 26 tués, dont 10 calcinés et 28 blessés évacués à l'hôpital général d'Issia. Le ministre des Transports exprime ses sincères condoléances, les sincères condoléances du gouvernement aux familles des victimes décédées et souhaite un prompt établissement aux blessés. Le ministre des Transports a dépêché sur les lieux le directeur régional des Transports en charge des circonscriptions administratives de Daloa et Issia en vue de recueillir les premières informations relatives à cette tragédie. Il a également instruit les services du bureau enquête, analyse d'accident à diligenter une enquête administrative et technique pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident au lourd bilan humain et matériel en cette période de décembre marquant les fêtes de fin d'année. Le ministre des Transports invite encore une fois l'ensemble des usagers de la route à plus de vigilance dans la circulation routière en respectant les règles du code de la route. Alors maintenant, intéressons-nous au secteur touristique est en plein essor. Les jeunes sont formés à saisir les opportunités. Va-t-elle une école de management hôtelier s'installe en Côte d'Ivoire? Un groupe bien implanté dans le monde. La cérémonie tenue en présence du ministre du Tourisme, Patricia Omouetia. Ce projet ambitieux, initié en partenariat avec l'Institut universitaire d'Abidjan, a pour objectif de former les futurs leaders du tourisme et de l'hôtellerie. Paul Dazma, directeur du réseau international du groupe Vatel, a souligné l'importance stratégique de ce lancement pour l'Afrique en pleine croissance. Nous avons des objectifs très ambitieux de recrutement, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. Et nous souhaitons véritablement faire d'Abidjan une capitale régionale pour l'enseignement supérieur professionnel dans nos domaines qui sont ceux de l'hôtellerie et de la restauration. Ces formations sont axées sur le management hôtelier, la restauration ainsi que sur les services touristiques, avec un accent particulier sur la qualité du service, un enjeu majeur pour l'avenir du secteur en Côte d'Ivoire. L'arrivée de Vatel en Côte d'Ivoire est également perçue comme un soutien crucial pour renforcer la compétitivité du secteur touristique ivoirien. Lors de la cérémonie de lancement, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, a salué l'importance de cette initiative. Une chose est d'attirer beaucoup de touristes dans notre pays, mais il faut les fidéliser. Et la fidélisation dépend de la qualité des services que nous donnons à l'ensemble de ces acteurs. Et donc, de nos prestations dépendra la fidélisation et faire en sorte que ça soit une destination qui ait un des meilleurs taux de pénétration au niveau du marché touristique. Et donc, c'est à travers ce qu'il fait et donc ils sont à encourager. Vatel en Côte d'Ivoire, c'est une première. Les étudiants de Vatel bénéficieront non seulement d'une formation de qualité, mais aussi d'une expérience internationale enrichissante. En sport maintenant, le Stade d'Abidjan reçoit le CR Belouizdad d'Algérie demain samedi. Un match pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions CAF. Mais avant ce rendez-vous, les deux équipes étaient face à la presse. Pascal Koné.
Le CR Belouizdad d'Algérie est à Abidjan pour son deuxième match de poule de la Ligue des champions africaine qu'il jouera samedi face au stade d'Abidjan. Cette rencontre est importante aux yeux des deux clubs qui veulent rattraper le retard de la première journée, à l'issue de laquelle ils n'ont pu prendre les 3 points de la victoire. On aurait pu éviter une défaite chez nous. Malheureusement, elle a été, malgré qu'on a fait quand même un match correct, beaucoup plus en deuxième mi-temps. Je pense que ce match-là, on ne méritait pas de perdre beaucoup plus, au moins un match nul. Pour ce match, je pense que la pression va être de deux côtés. Du côté du stade d'Abidjan, l'objectif est clair, s'imposer face au CR Belouizdad d'Algérie en vue de se relancer dans le groupe C. Un soutien de la population est nécessaire pour pousser les yéyés à la victoire. On a besoin du soutien de tout un chacun. Le public ivoirien, que ce soit les autres supporters des autres clubs. Déjà, nous représentons la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un club, là il s'agit maintenant du pays, donc on a besoin de soutien de tout le monde. Nous jouons à domicile et nous ne pouvons qu'être déterminés pour la victoire, parce que nous faut forcément les 3 points. Les deux équipes enregistrent une défaite lors de la première journée. Une victoire à domicile est donc cruciale pour le stade d'Abidjan. Le match est prévu le samedi 7 décembre à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Un match donc demain à suivre. Et dans le reste de l'actualité, on termine en Roumanie. La Cour constitutionnelle annule les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre. L'institution a publié ce vendredi un communiqué pour annoncer sa décision. Des documents du renseignement national faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe Călin Georgescu, arrivé en tête au premier tour contre toute attente. Le gouvernement fixera une nouvelle date précisée. La Cour et n'a pas remis en cause les législatives. Les partis d'extrême droite ont obtenu de bons résultats. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'une bouchée d'eau n'éteint pas le feu. Dieu le voulant, on se retrouve demain.